Bon, on va commencer donc, continuer donc sur cette question, les questions qui tournent autour de Souyab et de la notice, du Tongtien, et en particulier la question extrêmement complexe mais vraiment très intéressante de l'expédition supposée remettre le prétendant sassanide Narsé sur le trône, parce que c'est pas seulement anecdotique. Bon, il y a un certain nombre de documents récemment découverts qui apportent un éclairage, et puis c'est quand même vraiment très intéressant pour, disons, la situation géopolitique autour de ces années. Ça met en cause non seulement la Chine, mais également Samarcande, mais également des choses qui se passent plus au sud, dans le contexte global de l'expansion arabe, mais également de l'expansion des Turcs turgesh et également de la nouvelle expansion tibétaine. Alors, je passe donc la parole à Chao Zhong pour la suite du texte dans la traduction de Chavannes. Oui, merci. So today we continue to read the last slide from last Friday. It is from the entry on Persia in the Xintang Shu, New Book of Tang. Here I give Chavannes' translation in French by transforming the Vegile spelling to Pinyin and providing some comments from Franz and myself. So I read, excuse me. Yezgerd n'agissait pas en souverain, il fut chassé par les grands dignitaires. Ils s'enfuient dans le Torarestan, mais au milieu du chemin, les Arabes l'attaquèrent et le tuèrent. Alors, l'information n'est pas tout à fait exacte. Yazdgird a été tué en 651 à Merv, mais pas par les Arabes qui le poursuivaient, mais il a été tué par un chef local, qui était, semble-t-il, un Nephthalite. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas accord dans les sources arabes sur les circonstances exactes. Certains disent qu'il a été tué sur l'ordre de ce chef, d'autres tué par un meunier. Il s'était réfugié dans le moulin et le meunier a voulu lui voler sa couronne. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, il n'est pas mort exactement dans ces circonstances-là. Ensuite, il y a oui, on va passer au passage sur son fils. Et là, il faudra aussi que je fasse un petit commentaire pour le contexte arabe de ce qui se passe dans les années qui suivent la mort de Yazdgird. Son fils, Péros, se rendit dans le Torarestan pour éviter le danger. Il envoya des ambassadeurs dire à la cour de Chine la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Gaozong, considérant que l'éloignement ne lui permettait pas de faire une expédition militaire, refusa d'agir et renvoya l'ambassadeur. Sur ce entrefait, les Arabes cessèrent leur attaque et se retirèrent. Le prince du Torarestan se servit de ses soldats pour réintégrer Péros sur son trône. Oui, alors il y a une petite difficulté pour ce que Chavannes a traduit par réintégrer, ce qui est une interprétation en fait, et Chao Zhong va commenter la manière dont on peut vraiment comprendre littéralement. Alors les Arabes cessèrent leurs attaques, effectivement là ça correspond à une information très crédible, c'est que, disons, à partir 10 ans après la mort de Yazdgird, en 661, le calife Ali est assassiné. Et à ce moment-là, il y a un début de guerre civile entre les partisans de Ali et les partisans de Muawiyah qui vont finalement gagner et installer la dynastie des Omeyyades. Et il faut savoir que ces guerres civiles arabes avaient des répercussions absolument partout, sur tous les fronts de la conquête arabe, puisque les armées étaient toujours liées par leurs affiliations tribales. C'est-à-dire que quand on se battait en Irak entre partisans d'Ali et partisans de Muawiyah, on se battait aussi à Merv. Les différents contingents arabes, selon la tribu dont ils provenaient, étaient d'un côté ou de l'autre, et puis par ailleurs, les compétiteurs
envoyait des gouverneurs rivaux. Voilà. Et donc, là, on voit très bien que les Chinois étaient assez bien informés sur ce contexte. OK. Donc, ici, for the last sentence, we think Chavan's translation is imaginary, and my suggestion is to translate le prince du Tokharestan l'accueillit avec une armée, and I explain why. Here, the key issue is how to understand the phrase 以兵纳之. Literally, it means receive somebody with soldiers or armed force, or in French, accueillir avec une armée. It is not a common expression at all, but interestingly, I found an attestation in the Sui Shu, Book of Sui. In the episode when the Sui dynasty had basically unified the northern China and began to attack the Chen dynasty in southern China. It occurs in a situation of surrender. Here I translate the whole context roughly for our discussion today. When the time came to conquest the Chen dynasty in southern China, Yu, officer of the Sui dynasty, was promoted to the general command of the marching by taking boats from Zhangshan to Hankou. Xun Fashang, prefect of Yingzhou of Chen, near Hunan actually, and a few other officers of Chen, etc., requested to surrender themselves one by one. And Yang Jun, the prince of Qin, always ordered Yu Zhongwen to receive them with troops of the Sui. In this text, whether the troops belong to the Sui or to the Chen dynasty is not specified, so actually both cases are possible. But however, I would a bit prefer to interpret that the troops belong to the Sui, namely the marching army. Otherwise, we can have other more straightforward way to express the situation. For example, 纳齐兵士 receive their troop, etc., etc. So in other words, this seems to depict a situation that these officers in southern China surrendered themselves in front of the marching army. And in this case, it implies that some rulers also accepted Pérols as a protégé, but to some extent, we may say that he surrendered or submitted himself to the local power. But of course, this is just an interpretation and needs to be justified by other materials. Si je peux ajouter un commentaire, je pense qu'au moins dans le contexte de la soumission de Pérols au Tokharestan, les troupes dont il est question, c'est les siennes, c'est pas celles du Tokharestan. Parce que s'il est tout seul, il n'intéresse personne. Au contraire, s'il a avec lui un résidu d'armée sassanide, moi je pense qu'il a avec lui, ses prétendants sassanides n'auraient pas survécu longtemps, n'auraient intéressé personne s'ils n'avaient pas avec eux, je pense, des restes d'armée sassanide, peut-être la garde rapprochée, hein, ou des émigrés, mais de toute façon des soldats. Ce qui me permet de penser ça, c'est que dans un contexte plus tardif, 50 ans plus tard, quand il va être à nouveau question d'un prétendant sassanide que les Turcs vont essayer d'amener avec eux du côté de Samarcande, dans les documents du Mont Moug, on voit qu'il est question du général perse. Donc, le général perse, ce n'est pas le prétendant, parce que si c'était le prétendant, il ne serait pas appelé comme ça. C'est qu'il a avec lui, disons, un reste d'armée. Voilà. Et je pense que c'est le cas aussi en 600, dans ces années 660. So this kind of discussion will be reflected in our forthcoming book. And so now I continue the reading of Xin Tang Shu. Au début de la période Longshuo, Pérols se plaignait de nouveau d'être envahi par les Arabes. En ce temps, l'empereur de Tang venait d'envoyer un commissaire dans le contrée d'Occident pour les diviser et les organiser en arrondissements et en sous-préfectures. De la ville de Jilin, normally this is identified with Zhejiang et Sistan, but as France will express, this is questionable. So, alors, de la ville de Jilin, il fit le siège du gouvernement de Perse. Il donna alors à Pérols le titre de gouverneur. Ensuite, Pérols fut écrasé par les Arabes
il ne fut dès lors plus régné. Pendant la période Xianheng, il vint cependant rendre hommage à la cour de Tang. On lui conféra le titre de général de garde militaire de droite et il mourut. It is well known that in 661, 16 area command or Dudufu were installed by the Tang dynasty in the west of Pamirs, and as many scholars have indicated, this so-called subordinated prefecture, Jimi Fuzhou, were actually controlled by the Tang only to a very limited extent. During our discussion today, we shall have to encounter texts that may look not so comfortable to our audience, in which the west of Pamir sometimes just look like the object or the place of the big games between the Tang, the Turks, the Arabs, and other powers. But we hope that by reading Chinese text carefully, we can find more problems and issues for future academic research. So, Chavan had treated the problem of the 16 area command when studying the Western Turks. And here is a more advanced results by Professor Inaba of Kyoto University. In this table, one may note that Inaba prudently make no identification concerning the location of Bosi Dudufu, namely the area command of Persia. And it is not in his map neither. In order to give you an impression, we use Yuri Kardev's general map, where we mark the location of Suyab and Zaranj in Sistan. In fact, Inaba gave a valuable footnote in his paper. Here I quote, "The name of Bosi Dudufu simply means Persia. Nevertheless, I am skeptical that there are really was such a Dudufu. Previous scholars assumed that the city Jilin, where this Dudufu was located, was either identical with Zaranj in Sistan or Jilang near Merv. Those places, however, have been subjugated by the Arab in the 650s, and I see no possibility for the local ruler there to have been appointed by a Chinese representative." So. Oui, je suis d'accord avec les remarques de Inaba. Le contexte ne se prête pas à une restauration, du prétendant sassanide où que ce soit en Perse. Alors, malheureux, certains historiens de la Chine ont continué à prendre au pied de la lettre cette histoire de la restauration et de l'arrondissement de Perse. Et je cite une erreur qu'a commise Jacques Gernet dans son livre Le Monde chinois, première édition 1971, mais j'ai vérifié, ça n'a jamais été corrigé dans les éditions successives. Page 221. Gernet écrit « En 662, la Chine intervient dans les affaires intérieures de la dynastie sassanide à Ctésiphon sur le Tigre, au moment même où l'Empire perse est menacé par l'avance des Omeyyades. » Bon, en 662, il n'y a plus de Sassanides. Le dernier est mort 11 ans avant. Et il est évident qu'il ne faut surtout pas imaginer qu'un détachement chinois est allé jusqu'en Irak. Alors, il faut quand même arriver à faire quelque chose de cette notice. Alors, je signale quand même, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces années-là, dans cet endroit mystérieux de Jilin, les Chinois ne restaurent pas Péroz comme roi, ils le restaurent comme gouverneur de l'arrondissement de Perse. C'est-à-dire qu'ils sont conscients du fait qu'il est supposé tenir un district qui a autrefois historiquement appartenu à la Perse, mais ils ne vont pas jusqu'à s'imaginer qu'il est redevenu le maître de l'Empire sassanide. Je pense que le choix du terme est... alors, je pense que gouverneur, c'est Doudou. Quel est le terme ? Doudou. Oui, alors, dans nos traductions françaises, on traduit... C'est parfois équivoque, parce que du point de vue chinois, c'est Doudou gouverneur. Mais en réalité, on voit que parfois, par exemple, quand il s'agit de Samarcande,
le roi de Samarcande est investi par les Chinois comme doudou. Mais alors, normalement, ils devraient employer le terme Wang, mais ils ne l'emploient pas. Ils emploient doudou pour marquer la soumission. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le Sistan? Il faut aller voir du côté des sources arabes. Alors, on a heureusement un excellent travail. Alors, je ne sais pas si tu l'as sur une diapo, la référence bibliographique de Bosworth. Non. Non, alors, c'est le livre de Edmund Bosworth, paru en 1968, mais qui est encore très utilisable, qui s'appelle Sistan Under the Arabs. Ou Sistan From the Arab Conquest to the Mongols, ou quelque chose comme ça. C'est paru à Rome, dans la série des publications de l'Isméo. C'est vraiment... il a étudié toutes les sources arabes. Et on peut voir année après année ce qui se passe. C'est exactement comme le travail que vient de faire Yuri Kariev sur Samarcande. C'est vraiment année après année tout ce qu'on trouve dans les sources arabes. Et alors, sur cette période autour de 660, qu'est-ce qu'on lit? Entre 657 et 665, il y a une situation confuse au Sistan, avec une alternance de gouverneurs pour Ali ou pro-Omeyyades. Mais à aucun moment, on entend parler d'un retrait de l'armée arabe, et on n'entend non plus jamais parler d'un prétendant sassanide. Alors, bon, vous me direz, c'est comme si jamais le prétendant sassanide a réussi à se rétablir, ce n'était pas très glorieux pour le prestige des Arabes, il n'en aurait pas parlé. Mais enfin, on aurait quand même mentionné un retrait militaire. Or là, il n'y a rien. Donc, moi, je pense que Jilin a quand même des chances d'être Zaranj. Phonétiquement, ça a l'air de marcher. Jirang près de Merv, ça, j'y crois pas, parce que même si à Merv, pendant ces années-là, ils sont en train de se taper les uns sur les autres, on sait qu'il y a déjà 50 000 colons arabes à Merv. Donc c'est absolument impossible qu'à ce moment-là, on ait rétabli le prétendant sassanide. Donc, ça doit bien être par là. Alors, ma supposition, c'est que il s'est installé dans un district frontalier, voilà, et que ça a permis de dire qu'il était devenu gouverneur de Zarang. Oui. Donc voilà, oui. Oui. So now we continue the reading of Xintang Shu. Précédemment, avant la mort de Péros, son fils Nini Shi était resté, ou mieux avait été resté, en otage à la cour de Chine. La première année de Tiaolu, un décret impérial ordonna à Pei Xingjian de l'escorter à la tête de soldats et de le faire revenir pour qu'il régnât de nouveau sur ses États. Comme la route était longue, lorsque Pei Xingjian fut arrivé à Suyap du Anxi, c'est-à-dire Kucha, il s'en revint. Nini Shi devint alors l'hôte du Taurestan pendant 20 années. Ses tribus, ou mieux ses partisans, en anglais followers, bulo, se détachèrent et se dispersèrent de plus en plus. Ensuite, en début de la période Jinlong, Nini Shi vint de nouveau rendre hommage à la cour. On lui conféra le titre de général de garde veillant de gauche. Il mourut de maladie. Il était resté au roi de Perse que la partie occidentale de ses États. So here the underlined phrase is again not very well translated by Chavan. I would translate, il ne lui restait que ses partisans à l'ouest. Because we have a parallel and a more clear text in the Jiu Tang Shu, Old Book of Tang, and one should know that although Xin Tang Shu, namely the New Book of Tang, improved the older books to some extent, but generally speaking, this work was done in the 11th century by rephrasing and condensing the Old Book of Tang, very often to the extent that it made the text ambiguous, misleading, or even distorted.
So both books are to be consulted and checked with other materials. And here is the parallel text in the 旧唐书, evidently more precise and reasonable. And let us read the text of the 旧唐书 just before this paragraph with my tentative translation. In the third year of Yifeng reign period, the court commanded Pei Xingjian, the Shilang officer of the Ministry of Personnel, to let troops bring a decree and escort Perros to assume the throne of Persia. Here, there is evidently an error of conflation of Perros and his son, Nian Shi. Because the route is long, Pei Xingjian returned after arriving Suyab, which was under the control of Anxi Protectorate in Kucha. Perros returned alone and was unable to enter his country. It was gradually invaded by the Arab, so he was received as a guest in Toharistan for over 20 years. He had followers amounted to several thousand men, who were afterward gradually dispersed. One should know that on the year of their departure, there has been a debate among Chinese and Japanese scholars in a long time. I won't treat it today because this requires much experience and knowledge of classical Chinese, and therefore too advanced and not so necessary for our discussion today. At any rate, we see more details in the 旧唐书, even though the names are conflated. We see that this heir had to return to his home country almost alone, after having been escorted by Tang troops to somewhere unknown to us. And here is the text of 旧唐书 on Samarkand with my tentative French translation. So, Franz, you can read it. Oui, je lis ça, oui. Pendant la période Wan Sui Tongtian, 1696, l'impératrice Wu Zetian, donc comme chacun sait, c'est la veuve de Gao Zong, et en fait elle avait pris le pouvoir longtemps avant, nomme le grand chef Tu Suoboti, donc là ça correspond bien à Tokespave, non attesté par des monnaies, hein, c'est le roi de Sogdian à cette époque, roi du pays de Kang, c'est-à-dire Samarcande. Il mourut peu de temps après. Ainsi son fils Nienye Chiché fut nommé le roi du pays de Kang. Nienye Chiché mourut pendant la période Shenlong, 705-707. Les gens du pays donnèrent le titre de roi à Tuhuan, c'est-à-dire Tarhun, celui qui va finalement se rendre aux Arabes en 710. Bien. Alors, on a tout de suite la question de ce Nienye Chiché qui devient roi de Samarcande, qui succède à son père sur le trône de Samarcande en 696. Parce que, bon, on va revenir là-dessus. Là, c'est un débat, disons, de philologie chinoise. Il est écrit exactement, à quelques variantes près, mais qu'on peut expliquer par des erreurs de scribe, il est écrit exactement de la même façon que Narsé, le prétendant sassanide. Alors, est-ce que c'est le même? Certains ont supposé que c'était le même. C'est pas possible, puisqu'on nous dit qui est son père. Et son père était déjà roi de Samarcande. C'est un Sogdien. C'est pas le prétendant sassanide. Alors, j'ai supposé il y a quelques années que... j'ai supposé sans être... enfin, un peu intuitivement, parce que je n'avais pas à ce moment-là le support de l'étude des caractères chinois que j'ai maintenant grâce à Chao Zhong, mais j'ai supposé que c'était une homonymie, c'était le même nom, mais pas par hasard, parce que Narsé, en fait, c'est pas un nom sogdien. Ça correspond, c'est une divinité zoroastrienne, mais les Sogdiens l'ont jamais écrit comme ça. C'est pas dans le seul Narsé qu'on connaisse en Sogdiane, c'est justement lui. Bon, et l'idée que j'ai émise, c'est que, devenu roi en 696, donnons-lui à peu près 20 ans, en fait, il était né à l'époque de l'expédition de Narsé, et il a été nommé Narsé comme signe d'allégeance de la cour de Samarcande à ce qui pouvait apparaître comme une restauration sassanide crédible, soutenue
par les Chinois. Bien. La recherche de l'alliance chinoise, c'est une vieille histoire à Samarcande. Je ne reviens pas là-dessus. Enfin, déjà, vers 660, on a la peinture dite des ambassadeurs à Samarcande qui montre parfaitement que c'est la carte que les rois de Samarcande essaient désormais de jouer devant la menace arabe. Bon, donc, ça paraît crédible. Alors, il y a une objection, c'est que Samarcande n'avait jamais fait partie de l'Empire sassanide. Mais bon, on peut supposer que le fait de reconnaître Narsé comme roi, comme souverain sassanide, n'obligeait pas à considérer que Samarcande faisait partie de l'Empire sassanide. Bon, alors, la question, donc, si c'est... no, can you show the previous slide again? Bon, alors, reconstituons. Il naîtrait vers 678, 79, 20 ans avant, 18 ans avant. Bon. Son père, alors on nous dit que son père est devenu roi très peu de temps avant lui, en fait, 696. Mais si on lit bien le texte, c'est à ce moment-là qu'il a été en contact avec la Chine, qu'il a été investi comme dodo. Il peut avoir été roi très longtemps avant. En fait, on n'a pas d'indice véritablement. Les sources, il n'y a pas d'indice de contact entre la cour chinoise et la cour de Samarcande, entre les environs, entre 663, l'envoi d'une grande mission à l'ouest, et ces années-là. Le contact semble interrompu à ce moment-là. Donc, on peut très bien supposer qu'il est roi vers 680. Alors, les sources arabes nous expliquent qu'en 676, il n'y avait pas de roi à Samarcande. Apparemment, il y a un changement de dynastie. Mais bon, il peut avoir été roi en 679. Et pour asseoir son pouvoir, jouer la carte chinoise et nommer son fils du nom du prétendant sassanide que les Chinois essaient de ramener. Alors, je ne dis pas ça complètement dans le vide, parce qu'il y a des exemples qui confirmeraient ça. Par exemple, longtemps après, au moment de la conquête de Boukhara, 711, par le conquérant arabe Qutaïba, le roi de Boukhara, qui après va se révolter contre les Arabes, appelle l'un de ses fils Qutaïba, par déférence envers le conquérant. Qutaïba, et en fait, c'est parce que le conquérant Qutaïba l'a imposé sur le trône de Samarcande contre des compétiteurs. Donc, retour d'ascenseur, il appelle son fils Qutaïba. Et je me demande du coup, maintenant, je suis en train de réfléchir à voix haute, oui, voilà, si ça ne pourrait pas aussi être lié au fait que peut-être ce souverain Toquespave n'était pas très bien établi sur son trône, et du coup, il a besoin de l'investiture, du soutien chinois, de l'investiture chinoise. Bon. Enfin voilà, donc j'en étais là. Alors à l'époque, j'ai donc émis cette hypothèse et j'ai eu le soutien de Yoshida, Yutaka Yoshida, qui m'a simplement répondu qu'il était tout à fait d'accord avec l'idée. Bien. Mais la recherche s'est arrêtée là. Alors entre-temps, on a donc le livre de Huber. Oui, alors je dois dire une chose, donc toujours à propos de ces années compliquées. Ce Narsé, roi de Samarcande, il n'a pas émis de monnaie. Donc on n'a pas la confirmation indépendante de la forme sogdienne qu'avait son nom. Ça reste... mais bon, voilà, c'est mon hypothèse. Alors, maintenant, on a donc la note de Huber qui, lui, en fait, ne tient pas compte de cette hypothèse qu'il ne connaissait pas, en fait, puisque j'ai publié ça dans l'annuaire du Collège de France. C'est pas très lu, bien. Mais il continue à reproduire une vieille hypothèse qui est que la forme chinoise reproduirait une forme sogdienne, Nanai Shirch,
Naneshirach. Naneshirach, c'est un bon nom sogdien. Bon, enfin, on a un Naneshi, on n'a pas de Naneshirat, on a un Naneshir. Ça veut dire bon pour la déesse Nana, bon par la déesse Nana. Le problème, c'est que Naneshir est un nom de femme. Et Nana est une déesse. Bien. Mais on sait que c'est pas un argument très fort. Les noms de femmes et les noms des femmes, les noms de femmes et les noms d'hommes se retrouvent des deux côtés. Bon. Alors, il restaure donc le nom comme cela. Et là, tout de même, le problème qui se pose, c'est que dans le Sefuyangui, le nom est écrit exactement pareil, hein, à part des petites variantes. Donc, on est quand même plutôt que de voir derrière, de restituer un nom sogdien derrière, on est quand même tenté de supposer que ce roi s'appelait bel et bien Narsé. Alors là, il faut... oui, Huber, previous one, please, John. Oui, Huber cite cet article de Klasztorny et Lifshitz sur l'inscription sogdo-turque de Bougout. Il cite d'après une ancienne version russe qui est introuvable. Bon, je l'ai, mais c'est introuvable. En fait, il faut consulter ça d'après la version anglaise. Hein. Et donc, lui, Huber reproduit cette opinion. Alors, maintenant, donc, on a l'argument, je dirais, paléographique. Il faut aller voir ce qui se passe du côté des caractères. Oui. So, I think it's my turn, right? Oui, oui. As Huber mentioned, there are two variants of this son of Tokespade's name in Cefu Yuangui, namely Ni Shi 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 and Ni Ju Shi Shi. But now, I mean, after our interview yesterday, we think both of them are all like scribal errors because we can detect no Iranian form underlying them. And furthermore, it seems that a bit strange that Na is, Na in Iranian words would be transcribed into Chinese as Ni, because in particular we know that when Sogdian name begin with Nane or Nanai, transcribed in Chinese, it usually appears as Nani or Naning. So it seems a bit strange to me if name beginning with Nana would be transcribed as something beginning with Ni. So let's return to the previous table on the occurrence of the name of Tokespade's son and that of the Persian prince. The Xin Tang Shu book, new book of Tang, consistently shows that the former is called Ninie Shi Shi, and the latter, the Persian prince, is called Ninie Shi. On the other hand, it seems that the Jiu Tang Shu, old book of Tang, took their name as one and identical, except for the entry on Persia, where Perrault's name is conflated. In fact, concerning the name of the Persian heir, modern scholars in China and Japan are not sure about which form is more exact, Ninie Shi or Ninie Shi Shi. But I'd like to indicate a possible reason. The text corruption may have initially raised from a key phrase such as 其子倪聂师指京师 in Xin Tang Shu. In this phrase, another shi occurs in the word 京师, a capital, namely Chang'an, and this kind of writing would easily cause dropping or redundant copying of the same character. In private, I think it's your turn. Oui, alors, donc, problème du na initial, c'est que ça ne va pas si le nom, du ni initial, c'est que ça ne va pas si le nom transcrit est na, commençant par na. Alors, on peut dire l'objection vaut tout autant pour Narsé,
puisque c'est également na. Mais là, il y a un moyen de s'en sortir. Alors, si tu, can you show the next slide with the narse, or is it on the slide or just, yeah. No. Bon, il se trouve que le nom perse Narsé, bon, c'est comme ça que généralement on écrit, parce que dans les textes grecs, latins, c'est écrit Narsès en général. Mais bon, comme vous savez, le moyen perse, le Pélévi, n'est pas vocalisé sauf pour les voyelles longues. Donc on a une marge d'option pour les voyelles brèves. Or, le nom Narsé est en fait une dérive du nom de la divinité Neriosang. Neriosang avec un « l » long. Et la forme arménienne du nom Narsé, c'est Nersès. Il n'y a qu'à penser à tous les Arméniens qui s'appellent Nersession. Non, c'est ce nom-là. Donc, il est tout à fait possible, il n'y a pas de raison d'exclure que le nom Narsé ait en fait été prononcé Nersé, avec un H à la fin où l'aspiré était prononcé. Ça, on sait qu'en moyen perse, l'aspiré était prononcé. Elle remonte historiquement à un S. En moyen perse, c'est Nersé. En parthe, ça aurait été Nersès. Bien. Du coup, il semblerait que la difficulté de transcription chinoise est tout de même maintenant atténuée. No, now, yeah. Yes, actually, we are wondering if the second syllable nie could be a kind of rendering from R, since Paleo has indicated that a foreign R was sometimes transcribed in Chinese with N. For example, Anxi from R Sajid or Yancai from Aozi, etc. But still, this problem is not totally solved. So here I communicate a note from Ogihara Hirotoshi that if the underlying name is Nerze, 4 syllables would seem too much to spell it. However, it is noteworthy that Shi can stand for foreign C. For example, Sanskrit Simha, lion, is usually written in Chinese as Shi, exactly as the same word, the same character. So I do not exclude Hirotoshi do not exclude the possibility that Ninie Shi could somehow stand for Nerse. Disons, voilà, du point de vue, l'hypothèse paraît crédible du point de vue historique, et du point de vue donc philologique, il n'y a pas d'objection décisive. Donc, pour le moment, c'est l'hypothèse que j'adopte. Il faudra évidemment de nouvelles consultations avec Yoshida, etc. Mais voilà, pour le moment, je m'estime plutôt conforté dans cette idée que j'avais émise. Alors maintenant, nous allons revenir aux détails de cette expédition vers l'ouest. Yes, so now we read Chinese sources even closer. Although scholars have different opinions on the exact schedule of the marching of this force to Persia, most of them would agree that on 14 October 679, Pei Xingjian returned to Chang'an, the town's capital, together with 2 captives, the Western Turk Khagan Ashina Duzhi and his deputy general Li Zhefu. Li was originally of Ashina clan as well, but he was once conferred with the imperial surname Li of the Tang dynasty. However, it is noteworthy that the whole military action of this force to Persia is unseen in our Tongdian at all, even though it provides a very long entry on Bosi, Persia. The only trace one can detect is from our text 6 that we already treated a bit in last week. Here I quote Forte's translation. There is also the walled city of Suyab, as in the 7th year of Tianbao, Wang Zhengjian, the military commissioner of Beiting, attacked it. The walls of the city are destroyed and the dwellings of the village are in ruin.
At the place where in the past have lived Princess Zhao He, the Dayun Monastery was erected, which still exists. As you see, nothing about Pei Xingjian's mission is mentioned here by Du You. I think this is an important point that we should pay more attention. During our introduction, I have explained that Du You paid much concern about the immense military expense on border defense. He used the word defense, not expansion. That has exhausted the whole empire. From the whole section of the border defense, Du You intentionally chose what to be state or not in order to express his political philosophy to the emperor. And from his choice, scholars have found that Du You is not an expansionist at all. So one may imagine that in his eye, Pei Xingjian's success to attack the West Turk Khagan was victorious, but then caused too much expense of life and money in the next century. Hence, he did not describe but what his relative Du Huan eyewitnessed about the fallen garrison at Suyab. So it is a kind of implicit admonishment as well as memorizing the success of his father's diplomatic career and mourning the glory of Tang Empire in the past. What has caught our attention for today's topic is the itinerary of this so-called force to Persia, as initially assumed by Rong Xingjiang in 1987. In that year, he was only 27 years old, and it was really brilliant to detect this possibility. And last week, we already read a paragraph of the memorial inscription of Wang Fangyi, the one who built or reinforced the Suyab city walls. Here I translate the phrase more literally again. Pei Xingjian, an officer of the Ministry of Personnel, suggested he might seize or take Ashina Zhefu under the guise of supporting Ni Nieshi to assume the throne of Persia. The parallel in the biography of Pei Xingjian in the Xingtang Shu had been translated by Chavannes as follows. Le deuxième année y font, Ashina Douzhi, Khagan des 10 tribus, et Li Zhefu attirèrent à eux les tribus barbares et firent ainsi un soulèvement. Kucha et les Tibétains s'allèrent avec eux. La cour impériale voulut les châtier. However, here Chavannes made a wrong punctuation and interpretation of this passage. If we compare with the Jiu Tang Shu and actually many fragments unearthed from the Turfan Oasis, we see clearly that by the eve of the marching of Pei Xingjian, the kingdom of Kucha was under Tang control and was still where the Anxi Protectorate situated. That's why it became the target of the union of Western Turks and Tibetans. Kucha was lost a few years before then, but in late 670s, the Tang dynasty restored its headquarters there. It is in this situation, Pei Xingjian, worrying about the 4 garrisons would be lost again, proposed to build a military action called Force to Persia. His words to the emperor were recorded in the Xingtang Shu. La révolte de Tubo, so tibétain, vient d'éclater avec furie. Donc, serait-il sage de susciter de nouvelles affaires dans les pays d'Occident? Maintenant, le roi de Perse est mort. Son fils, Ni Nieshi, est en otage à la capitale. Faisons comme si on envoyait des émissaires pour le mettre sur le trône, puisque la route qu'on suivra traverse le pays de ces 2 barbares, à savoir Ashina Douzhi et Li Zhefu. Si on a plein pouvoir pour régler cette affaire, on pourra sans grande peine accomplir une action glorieuse. Et l'empereur rendit donc un décret envoyant Pei Xingjian, muni d'un brevet, escorter le roi de Perse et lui conférant en outre le titre d'envoyé chargé de pacifier et d'apaiser les Arabes. So, first we have to know that the mission is under the guise of escorting the new Persian king as well as to pacify the Arabs.
So it was not meant to be an action of raising big battles in the domains of the Arab. And here again, as I underlined, the expression « serait-il sage de susciter de nouvelles affaires dans les pays d'Occident » is perhaps not so exact when we compare with the memorial inscription of the Pei Xingjian to be inscribed in front of his tomb. The phrase there is, how could we make the imperial army suffer hardships again? Or, that is to say, how could the Tang fail again after having been defeated by the Tubo continuous for twice? I will remind you that the second defeat mentioned in this phrase, 神理免纣而入敌, is known to happen in summer or autumn of 678. So one may doubt if the second year of Yifeng, 677, is actually a scribal error of the third year, 678. Then the inscription continued. Now, the king of Persia is dead. His son as page is here. In Tang capital. If the emperor may order one or me as the envoy to support him with a Tang imperial decree, then the path or itinerary may pass two barbarians, and one or I may catch an opportunity to take them. In this way, these two may be arrested. Here, as in the Xin Tang Shu and the Jiu Tang Shu, the description about the itinerary is very ambiguous because the key passage can be understood alternatively in two ways. Either then the path itinerary passed the domain of these two Western Turks chiefs, or the departure via the domain of these two Western Turk tribes, their domains anyway. So, in other words, we do not know if this, the domain of Ashina Duzhi and Ashina Zhefu were exactly on the journey of their departing route or not. But at any rate, we continue to read what had been translated by Chavand of the episode when Pei Xingjian and the Persian prince left Chang'an and just arrived Turfan. Quand ils arrivèrent à Turfan, les barbares vinrent à sa rencontre en dehors de la ville. Pei Xingjian ordonna à un millier de plus braves de le suivre. Il déclara publiquement que, vu la grande chaleur, il ne pouvait pas encore aller plus avant et qu'il lui fallait établir là son armée en attendant l'automne. Ashina Duzhi en fut informé par des espions et ne fit aucun préparatif. Et puis, Pei Xingjian appela sans hâte auprès de lui les chefs de garnison, prétendant forcément leur donner rendez-vous pour une partie de chasse et leur disant « Je songe à ce divertissement et je ne saurais aucune l'oublier. Qui peut me suivre à la chasse ?» Il y a eu alors 10 000 hommes parmi les jeunes gens qui désirent le suivre. Puis il mit sur le pied de guerre ses troupes, secrètement, et pendant plusieurs jours, il s'avança à marche forcée. Quand il fut à dizaines lits du campement de Ashina Duzhi, etc. So, if one read this paragraph at first glance, one will have an impression that somehow it only took Pei Xingjian several days, less than 10 days, to go from somewhere just to the camp of Ashina Duzhi, just very close to Suyab. But the question is that, is it possible to travel only several days on this itinerary? And we should look a deep reading of the memorial inscription of the Pei Xingjian even more close. Actually, it is a ballad between prose and verse, and I translate in a very tentative way for you. So, with regard to this journey, friends and elders of 100 cities watching the dust raised by his departure and courteously bowed, rulers and chiefs, namely kings and aldermen of the 4 garrisons, visited together his tent and invited him to drink wine. He convoked locals by giving a speech once, then
10,000 horsemen assembled like clouds in the sky. Henceforth, he disarmed his men in order to cheat spies of Western Turks. He pretended to go hunting in order to train his section. So you see this kind of beautiful flowery passage, there is a contract or expression on the number. And then also for the following passage, that he misled the Western Turks by many directions or manners. He caught the opportunity of their unreadiness. In this passage, one may wonder if actually Pei Xingjian dispatched his troops in many ways or took several roads in order to achieve the aim in Suyap, or just several tracks just to Toharistan. We don't know, but there is such a possibility. And then by taking provisions for 10 days, he seized Ashina Duzhi in front of his tent. By calling out Zhefu once as suddenly as splitting bamboo stalk, he arrested Zhefu under the banner of Tang. And Chinese and non-Chinese help each other. They erect a stele at Suyap. So this expression of 10 days is very probably the original expression that Xin Tangshu and Jiu Tangshu took as the basic sources. However, in such a ballet context, these 10 days can actually mean some number between 10 to 20, because if this number is under 10, the author can always express it precisely in this phrase. For example, 9 days can be 9日, or 8 days can be 8日. But if the number is over 10, then he has to somehow reduce this number in order to form this kind of phrasing. So actually, it may took Pei Xingjian's march somehow less than 20 days from somewhere around Tarim Basin just to Toharistan or to Suyap, we don't know. So on this question, there have been many, many works in China and Japan, and this is only a selection of them. And especially Rong Xinjiang's paper, and here I show the cover. And this is the fragment treated in that paper, and he clearly found the damaged word Hu Mi in this fragment. So here I translate also in a very tentative way. This is actually a soldier's private CV describing his military career during the 670s. So, since the third year of the Xianhan reign period, I had been selected to be captain of a Lü, or more or less 100 soldiers. In the middle of the fourth year, 673, I followed Xue Ti, a Guo Yi general, and entered Kashgar. Since then, there had been more than 3 years. This referred to another separate action in the Tarim Basin, so I just skip it. And the key passage is from the third to fourth line. In the second year of the Yifeng reign period, I was dispatched from a quite long space was damaged, but then marching to Hu Mi. So, according to Rong's analysis in that year, the only action that can be identified in that year is the force to Persia. So in his view, he thinks the march, or the main, the main troop of this march must pass Hu Mi or Wahan around that time. And he has good reason, because in Xuanzang's record, it has been described very clearly that the Hu Mi, please see the yellow passage, that Hu Mi, called by him as the state of Damo Xi Di, it was called Zhenghan, a scribal arrow for Huokan, Wahan, and another name is Hu Mi. And then the state of Damo Xi Di, or Hu Mi, Xuanzang described it as it lies between two mountains, being an old territory of Duhuoluo, Toharistan. So 1,500 to 1,600 li in length from east to west,
4 to 5 li in width from south to north, the narrowest point being less than 1 li. It winds along the Fuchu River axis. And the city Huntuoduo, Handut, today's Wuhan, is the capital of this state. Also, in Xintangshu, we know that the Humi, the king resides in the Saijiashen city, Ishkashim, today. The place is exactly situated on the road from the 4 garrisons to Turkmenistan. Previously, it was controlled by the Tibetans. And here I place the capital Ishkashin and the earlier one Handut on the map for you. May I comment on Yes. the passage of Xuanzang? Can you show it again? Yes, there are maybe some corrections to make. Fuhu Warshu River. Actually, the river, at that time, the river going through Wuhan is not Warshu, but Wach. Why? Because Warshu, it's a question I have addressed many times with Claude Rapin. Warsh, which is the original name of the Oxus of the Greeks, in the upper course corresponds to the river which flows north of Wuhan and which is still called Warsh in Tajikistan. The river, that branch of the river which comes from Wuhan is actually Wach, but I suppose Fushu can transcribe Wach as well. And Wuhan is actually the name Wach with the suffix an. So you should correct and check the Middle Chinese. We can't write Warshu anymore. We have to write Wach, because otherwise it's misleading. Handud today Wuhan. Well, I suppose it is right, but phonetically Handud cannot be Wuhan. So it's probably the name of some stronghold or some town near Wuhan, but it's not the same name. Here I follow Kuwayama census. You followed Kuwayama. We have to check that again. Yes, of course. I'm sure basically it's right. The itinerary is right. But there are some niceties, and we should take, when we quote these texts, we should take the opportunity to introduce the present stage of scholarship. Right. Yes, and just add one more phrase that here I just follow the description of Kuwayama in his last paper on the 5 Yabgus. Okay. On the that year of the Kujula cataphysis. Yes, Right. yes, which avec lequel je suis pas du tout d'accord. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Yes. Right. So I just jumped this, but anyway, as reflected in Liu Zifan's last book, still quite a number of Chinese scholars believe that the marching of Pei Xingjian must somehow pass Humi or at least Ishkashim around the late 670s or even to 680. And here another more explanation about the location of Humi. So in Xintangshu, it is also described that Hepantuo, today's Tashkurgan in China, that the state is arrived by entering the Jianmo Valley and the Buren Range from the southwest of Kashgar, and Humi is to the west of it, and Panhan, Fergana, is to the northwest of it. So, if we look at map today, to be more precisely, maybe the march can take the Wuhan Valley, put it in orange, and then arriving the capital of Ishkashim, or alternatively, it could also take the valley of the Gund River in yellow, and somehow also arrive Turkmenistan. And here I also mark the seat of Yuezhi Dudufu, the capital of Tuhuoluo Yabgu in the Tang period in the 661
on the map following Nava's theory. So in other words, maybe the Peishinjian's marching somehow took this kind of way and arriving to Khalistan, but we do not know what happened exactly after they arrived there. So I think it's your turn, or? 35. Yes. When do we commence the short road? Yes. The shortcut to go back to Suyab, maybe later on. Let me see. No, it should be comme... Yeah, oui. Alors, ils débouchent du Wakhan. Ils arrivent donc à la limite du Tokharestan, donc au Badarchan, et là on est déjà au Tokharestan, domaine turc, enfin disons, où les Turcs ont quand même l'essentiel de l'autorité avec leur capitale de Kunduz. Et à partir de là, on n'entend plus parler du prétendant sassanide. Donc mon hypothèse, c'est que, ayant achevé leur but, qui était, sous couvert de la restauration sassanide, de régler leurs comptes aux deux rebelles turcs, ils n'ont plus besoin du prétendant et on le laisse tenter sa chance. Donc, au Tokharestan, on nous explique qu'il a terminé sa vie. Je vais être amené à reparler de ça. Que fait l'armée chinoise? On sait qu'elle est revenue à Suyab. Par où? Quelles routes ont-ils à leur disposition? Alors, il y a la route longue, et on irait jusqu'à Bactre, et ensuite, la route tout à fait classique, par les portes de fer, on arrive à Samarcande, et puis donc la route caravanière principale, par Tachkent, etc. On n'a aucune raison de penser qu'ils sont passés par Samarcande, même si, comme je l'ai supposé, le roi de Samarcande avait à ce moment-là témoigné sa loyauté. En appelant son fils Narsé. Il existe en fait un raccourci qui permet d'aller directement par, disons, la région actuelle de Douchambé et la moyenne vallée du Zérafchan. C'est des routes de montagne, mais elles ont été quand même très pratiquées. Alors voilà, il se trouve que j'ai été amené à présenter ces cartes dans mon article avec Étienne de la Vessière sur les derniers jours de Penjikent, parce qu'on voit ces routes fonctionner à ce moment-là. Le roi de Penjikent, donc Penjikent est par là, explique qu'il est revenu du Khoutal, donc c'est un peu au nord, c'est, disons, pas très loin du débouché du Wakhan. Il est revenu du Khoutal où il avait essayé de rallier un prince à sa cause, et puis on a des émissaires qui visiblement parcourt cette route qu'on appelle donc le col du Sharestan, et au bout on aboutit à Rojand, pendant Léninabad, sur le Sirdaria. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, on arrive à le Tchatch, Tashkent, et on reprend la route des caravanes. Cette route, il se trouve que j'ai été amené à prendre en réalité cette route-là et aussi celle-là, bon évidemment pas à cheval. Je peux confirmer que c'est loin d'être insurmontable, les cols ne sont pas extrêmement élevés, bon évidemment on ne peut pas les parcourir en hiver, c'est clair que l'expédition n'a pas pu avoir lieu en hiver, mais sinon c'est ouvert une bonne partie de l'année. Donc plutôt que le long détour par Samarcande, qui peut-être en plus était risqué, et puis si une armée chinoise était passée à Samarcande à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, à mon avis, nous le saurions. Bien. Je pense qu'ils ont pris ce raccourci. Voilà, alors on voit ici, donc Khoutal, encore une fois cette principauté qui n'est pas loin du débouché du Wakhan. On monte, on arrive ici, et puis le col du Sharistan, qui est en fait le seul obstacle, mais pas du tout insurmontable. Et ensuite, on débouche en plaine. Rojand, et puis donc, à partir de là, on reprend la route de Piémont, qui est la route de Caravane. Voilà l'hypothèse que je fais. Il se trouve que l'armée arabe, qui a réglé le sort de Penjikent en 722, est arrivée comme ça. Voilà.
Donc, ce sont des routes que des armées pouvaient emprunter. Et qui étaient en plus relativement discrètes aux yeux des Arabes qui devaient avoir l'œil. Yes, so we are now on the 38, and also for you, the Yep. slide. Oui, alors, bon, maintenant, il faut essayer de remettre tout cela en contexte. Quelle était l'intention politique des Tang dans cette affaire? Parce que, bon, ça paraît quand même, encore une fois, très invraisemblable qu'ils aient imaginé un seul instant pouvoir rétablir les Sassanides sur le trône de Perse. Il est clair qu'ils se sont servis du prétendant sassanide comme un prétexte pour amener une armée à l'ouest, mais ceci dit, ce prétendant sassanide, on devait quand même bien lui avoir proposé quelque chose. Alors, je dois quand même faire une petite vérification, Chao Zhong, parce que nous n'avions pas parlé hier. L'alternative pour Zaranj, Oui. qui serait donc dans l'oasis de Merv, Oui. je dois aller vérifier. C'est une hypothèse de Enoki. Ça me paraît complètement invraisemblable dans le contexte de cette époque, mais je dois vérifier de quel. Il faudra m'indiquer à quel, de quel village il s'agit. Que j'aille vérifier à quoi ça correspond. Bon, donc on entend parler de Zaranj. Alors, bon, on peut penser que il faut citer un certain nombre d'événements qui surviennent autour de ces années. 654, donc 4 ou 5 ans avant, les Arabes font le premier raid près de Samarcande. Pas Samarcande même, mais Maïmourg, qui est vraiment à 30 km au sud. Donc ils s'enhardissent beaucoup plus qu'auparavant. Donc ils sont là, ils deviennent vraiment un élément. C'est la première fois qu'ils se manifestent militairement dans la région de Samarcande. Et c'est quelque chose évidemment que les Chinois n'ont pas pu ignorer. En 676, 20 ans plus tard, on a un nouveau raid arabe par Saïd ibn Othman. Alors voilà Maïmourg, vous voyez, on est à 2 pas de Samarcande. En 676, on a un nouveau raid arabe par Saïd ibn Othman. Othman, c'est le calife. Le calife qui a été assassiné en 650 et quelques, et auquel Ali a succédé. Le calife qui était le gendre du prophète. Donc c'est un très haut personnage. Qui fait un raid. Alors là, il y a un mystère. On nous dit dans certaines sources qu'il est juste allé à Boukhara, hein, et dans d'autres qu'il est le premier à avoir pris Samarcande. Bien. Mais il y a toute une discussion parce qu'il y a discussion très poussée dans le livre de Edward Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, paru en 1923, mais qui reste absolument indispensable si on veut suivre les événements année après année. C'est comme le livre de Bosworth à propos du Sistan. Il y a eu une autre expédition en 682-683, donc très peu de temps après les événements dont nous parlons. Donc, quelle année est-ce que les Arabes ont vraiment pour la première fois pris brièvement Samarcande? Alors on a un argument très fort pour penser que ce n'est pas 679, mais que c'est 683. C'est la lettre que le roi de Samarcande, Rouriek, après la chute de sa ville en 712, a envoyée à l'empereur de Chine. Cette lettre, elle a été reçue à la cour de Chine en 719. Elle est transcrite dans les annales chinoises, ou plutôt les registres diplomatiques, traduite dans Chavan. Yoshida a même réussi l'exploit de proposer une retraduction partielle en sogdien.
C'est-à-dire qu'il a montré que derrière la phraséologie transcrite par les Chinois, on a le formulaire diplomatique sogdien, et il a reconstitué une partie de la lettre sogdienne qui avait été lue à la cour de Chine par les interprètes, qui étaient des sogdiens bilingues, évidemment. Bon. Alors, dans cette lettre, envoyée en 718, Roliek écrit « Depuis 35 ans, nous avons combattu sans fin contre les brigands arabes. Ça nous mettrait les premières attaques arabes coordonnées en 683. » C'est-à-dire l'une des options pour cette expédition. Alors, autre élément à prendre en contexte, 681, c'est-à-dire vraiment juste au moment de l'expédition chinoise, les Arabes, à ce moment-là, ont eu un passage à vide, parce qu'au Sistan, du côté justement de Zarang, ils ont été lourdement battus. Tu peux remontrer la carte d'Étienne? Oui, voilà. Ici, ils ont été lourdement battus en 681 en tentant une expédition contre les princes de Kaboul. Il y a eu beaucoup de prisonniers, le gouverneur a été tué, etc. Et alors, on voit que tout ça est interconnecté parce que le gouverneur arabe qui va à Samarcande en 683 et qui arrive à prendre brièvement la ville, c'est le frère du gouverneur qui avait été tué au Sistan, et vraisemblablement, il a fait cette expédition hardie sur Samarcande parce qu'il avait besoin, auprès de la cour arabe, de restaurer son prestige militaire. Donc on voit qu'on a des événements complètement interconnectés entre ce qui se passe à Souyab, ce qui se passe à Samarcande, ce qui se passe au Sistan. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vois là un ensemble d'événements, un cluster, un ensemble d'événements que je résumerai comme ça. Bon, les Arabes ont été en difficulté au Sistan. On a l'expédition de Pessinjang à travers le Wakhan. Des espoirs à Samarcande, peut-être une tentative d'alliance. Et puis en 683, finalement, le danger chinois étant parti, là, le premier raid arabe sur Samarcande. Voilà, parce que peut-être à ce moment-là, même probablement, les Arabes se disent bon, attention, si on n'intervient pas à Samarcande, les Chinois ont montré qu'ils pouvaient arriver pas loin. Donc, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, quelle était l'intention vis-à-vis du prétendant sassanide Narsé? Je pense qu'ils l'ont laissé, on l'a laissé au Torarestan en lui souhaitant bonne chance. Peut-être aussi, il pouvait tenter sa chance au Sistan, comme avait apparemment fait son père. J'aurais tendance à penser cela, parce que le Sistan avait véritablement appartenu à l'Empire sassanide. Donc, une manière de prétendre qu'on s'est restauré sur le trône sassanide, c'est de prendre le pouvoir dans une province qui avait été une province sassanide. Donc, j'aurais tendance à penser que le Sistan est dans le tableau. Et puis, une autre raison que j'ai de penser ça, c'est que bon, le pauvre Narsé, finalement, il échoue, il revient au Torarestan, puis il repart en Chine où il meurt, vers 709. Et 13 ans plus tard, alors là, on pense que c'est fini pour les Sassanides, puisqu'on nous dit que ses partisans se dispersèrent, etc. Mais ce n'est pas complètement fini, parce que 13 ans plus tard, les Chinois vont reconnaître à nouveau un prétendant sassanide, ou plutôt un prince et son fils, et à partir de 722, et là, on a vraiment des bonnes raisons de penser que ces prétendants sont au sud de l'Hindoukouche, qui sont les protégés des rois turcs de Kaboul. Et donc, les tentatives de restauration, les espoirs de restauration pourraient toucher cette région du Sistan. Alors, il se trouve que là, on entend parler de deux personnages. Celui que les Chinois reconnaissent comme roi sassanide, qui s'appelle Burzen Wars. Alors, c'est un petit peu curieux, parce que... alors, tu n'as pas mis son nom sur le tableau, là? Oui. Non. Non. Quel tableau? Burzen Wars. As-tu C'est écrit ça? son nom?
Ici. Il n'est pas ici. Ah oui, Bolzenwars. On nous dit que c'est lui que les Chinois reconnaissent comme roi sassanide. Wo Shanghuo. Bon, ça paraît curieux parce que c'est pas du tout un nom dynastique sassanide. Alors, l'idée que je hasarderais, c'est qu'en fait, les rois sassanides prenaient des noms qui n'étaient pas leurs vrais noms. Ils prenaient un nom dynastique quand ils étaient couronnés. C'est comme les rois d'Angleterre. George VI, avant de monter sur le trône, s'appelait Albert, et Édouard VIII s'appelait David. Ils prennent des noms dynastiques quand ils arrivent sur le trône. Donc il se pourrait que ce Bolzenwars, n'ayant pas eu un couronnement en bonne et due forme, ait gardé le nom qu'il avait dans sa famille. Alors en tout cas, il est reconnu comme théoriquement prétendant par la Chine. On voit que lui et son fils Khosrow se déplacent beaucoup, parce qu'à certains moments, ils ont l'air donc d'être chez leur protecteur du côté de Kaboul. Et puis à plusieurs reprises, on voit un des deux à la cour de Chine, donc il n'hésite pas, quand l'occasion se présente, à se joindre à des ambassades qui vont en Chine. Et là, à chaque fois, on les traite très poliment, on leur donne des titres de garde, etc. Mais on ne leur donne plus une armée. Les Chinois ont compris que ce n'était plus la peine. Et puis à certains moments, Khosrow, le fils, on le voit apparaître en 728 du côté de Samarcande. Il est apporté par une armée turque, les Turgesh. Mais à nouveau, les Chinois ne sont plus dans la coulisse. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'envoie promener. Il n'est plus pris au sérieux. Parce qu'à ce moment-là, donc, les Arabes, disons des musulmans de Samarcande sont assiégés dans une forteresse par les Turgesh. Et ce prétendant Khosrow prétend intervenir en leur faveur. Ô Arabes, pourquoi est-ce que vous vous entretuez quand j'ai amené avec moi le Kagan des Turgesh, pour restaurer mon royaume, et j'obtiendrai pour vous un sauf-conduit, donc qui vous permettra de sortir libre de la ville assiégée. Mais ils l'humilièrent et il s'en alla. Donc il n'est absolument plus pris au sérieux. 50 ans avant, il est probable que Narsé était pris au sérieux à Samarcande, pris au sérieux parce qu'il avait, à mon avis, l'armée chinoise derrière lui, et que donc le roi de Samarcande tient à manifester sa loyauté. 50 ans plus tard, ce prétendant Khosrow, bien que se promenant entre la Chine, Kaboul et Samarcande, ne représente plus rien pour personne. Voilà la manière dont je verrai les choses. Alors, tout ça, il y a une suite possible. Ils ont envoyé des ambassades jusqu'en 700. La dernière ambassade de Khosrow, c'est en 737. Il y a probablement encore une ambassade à la cour de Chine en 745, mais là, le prétendant n'y est pas. Mais on voit que ces ambassades amènent des cornes de rhinocéros. Donc, c'est un argument pour penser, il y a d'autres arguments, c'est un argument pour penser qu'à ce moment-là, ils sont établis, cette cour en exil, comme on dit, serait établie aux frontières de l'Inde. Alors, tout ça a été bien éclairé par un article, je ne sais pas si la référence n'est pas ici, mais on a dû la donner avant. L'article de Agostini et Stark dans Studia Iranica 2016, vraiment très bon article où il rassemble l'ensemble des pièces du dossier pour supposer que la dernière cour sassanide en exil se trouvait du côté de Kaboul, par là. Voilà. Alors, après 737-745, on n'entend plus parler d'eux. Il se trouve qu'à ce moment-là, peut-être, ils ont perdu leur protecteur, les rois de Kaboul, parce que, peut-être deux raisons. La dynastie abbasside est maintenant bien établie dans le califat. Plus personne ne peut sérieusement penser que les Arabes vont perdre le pouvoir. Et puis également, à ce moment-là, la dynastie de Kaboul semble s'hindouiser.
Ils deviennent vraiment, ils ont l'air d'être. Avant, ils étaient assez éclectiques du point de vue religieux, puis là, ils ont l'air vraiment d'être convertis à l'hindouisme. Et du coup, peut-être ça les intéresse plus. Les affaires de Perse ne les intéressent plus. Jusqu'à auparavant, ils continuaient à mettre des symboles zoroastriens sur les monnaies, et à partir de cette époque, ils n'en mettent plus. Ils sont vraiment devenus des rajas indiens. Bien. Alors, que deviennent à ce moment-là nos pauvres derniers Sassanides? On a fait l'hypothèse qu'ils étaient partis en Chine. C'est ce qu'ils avaient fait à plusieurs reprises déjà. Un argument, c'est qu'on a, je crois en 810, une épitaphe chinoise d'un certain Li Su, qui semble avoir été chrétien, parce que Zhong Xingqiang l'identifie à un des personnages qui est mentionné dans la grande inscription chrétienne de Xi'an. Et ce Li Su explique que son grand-père a émigré en Chine vers 750 et qu'il est lui-même le neveu du roi des Perses. Donc serait-il un des derniers représentants de ces Sassanides en exil? En fait, Zhong Xingqiang émet des doutes. Il émet des doutes en pensant que c'est un topos, c'est un lieu, c'est une fausse prétention généalogique. On retrouve ça à plusieurs reprises. Quand on veut se faire bien voir en Chine, on prétend qu'on est le fils d'un roi de son propre pays. C'est une histoire qu'on retrouve fréquemment. Le premier grand traducteur des textes bouddhiques en Chine, Han Shikao, on a dit que c'était le fils, c'était un otage, c'était le fils un membre de la famille royale des Indo-Parthes, etc. Le plus vraisemblable, c'est qu'il était d'une famille marchande, mais que il donnait pour donner du prix à son ralliement à la culture chinoise, il prétendait avoir été un roi dans son propre pays. Et c'est de même les inscriptions funéraires des Sapao, donc les chefs de communautés marchandes sogdiennes en Chine à la fin du VIe siècle, étudiés notamment dans un article d'Éric Trombert et d'Étienne de la Vessière, dans un certain nombre de cas, nous racontent que le grand-père était un roi en Sogdiane. Il ne faut pas croire ça. C'est une façon de se faire bien accepter en Chine. Voilà. Ce qui complique les choses, c'est que n'importe quel Sogdien pouvait se faire appeler Varg, ce qui peut vouloir dire Monseigneur, Dieu, Roi, et que probablement on a joué sur cet équivoque. Bien. Alors, pour terminer là-dessus, ces derniers prétendants sassanides ont peut-être laissé quelques traces archéologiques. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, aucun d'eux n'a émis de monnaie. Le dernier Sassanide dont on a les monnaies, c'est Yazdgir III, le dernier roi légitime qui a été tué. Ni son fils Péroz, ni son petit-fils Narsé, ni Burzenwars, ni Khosrow n'ont émis des monnaies. Enfin, peut-être ils en ont émises et qu'on ne les a pas encore trouvées. Alors, on a un vase, une inscription sur un magnifique vase qui est au musée de l'Ermitage. Un vase, pas sogdien, sassanide. C'est en fait une aiguillère, elle a perdu son anse. Et on a une inscription en pélévi, pas en sogdien, une inscription sassanide, sur le fond, qui nous dit tout ça, qui nous donne le poids, et qui nous dit qu'il ce vase appartient à Burzenwars, fils de Khosrow. Alors, moi je pense que c'est le prétendant sassanide. Son fils s'appelait Khosrow. Donc, et on sait que les noms passent souvent du grand-père au petit-fils. Donc, ça pourrait être en fait ce Burzenwars, ce Boshanro dans les textes chinois. Alors, il ne se dit pas roi, mais on sait que dans les inscriptions de propriété sassanide qu'on a sur les vases, il y a assez rarement un titre. C'est vraiment le propriétaire qui s'identifie par son nom et c'est tout. Donc, moi, je pense que ça lui a appartenu. Et par ailleurs, on a un plat
qui est également à l'Ermitage. Alors, on avait compris depuis longtemps que c'est une scène de trône sassanide, et même peut-être une scène de couronnement, parce qu'on voit ici un petit angelot qui amène un diadème avec un ornement lunaire, comme il y avait sur les couronnes sassanides. Des musiciens, une scène de banquet. Alors, c'est la seule scène apparemment de type qui ressemble à une scène de couronnement sassanide et qui est clairement post-sassanide. Stylistiquement, c'est impossible que ça ait été fait pendant l'époque sassanide. C'est vrai, c'est vraiment du 8e, c'est fin 7e siècle ou 8e siècle. Un indice, alors vous voyez les personnages qui ont le couvre-bouche, ce ne sont sans doute pas des prêtres, ce sont des serviteurs. Le couvre-bouche pouvait être porté aussi par des serviteurs. Il y a des musiciens. Et là, on est en train probablement de filtrer du vin. Et qu'y a-t-il sous le trône? Il y a des feuilles de banane, des feuilles de bananier. Donc, ce vase a été fabriqué dans une région qui était au contact de l'Inde. Alors, Marchak a pensé que c'était Narsé, pendant les 20 ans où il est en exil au Tocharestan, qui aurait fait commander ce plat. Agostini et Stark pensent qu'en fait, c'est après. C'est Bolzenwars ou Khosrow, qui sont donc prétendants sassanides réfugiés à Kaboul, aux limites de l'Inde, et ce qui expliquerait les feuilles de bananier. Alors, je termine donc en disant, c'est une affaire assez intéressante, ces derniers prétendants sassanides, parce que ça a eu des échos dans la littérature zoroastrienne. La littérature apocalyptique explique dans certains passages très confus, difficiles à comprendre, mais enfin, on voit qu'il est question d'un prince qui reviendra, et ce prince reviendra des limites de l'Inde. Donc, on savait en Iran, chez les Zoroastriens, qu'il y avait encore des prétendants sassanides avec probablement un reste d'armée et de cour aux limites de l'Inde. Et on le savait aussi en Chine. Mais ce qu'on savait en Chine, c'est que ces derniers prétendants, on pouvait être poli avec eux, mais qu'on n'allait plus leur donner d'armée. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce dossier. On a encore peut-être quelques minutes s'il y a des questions ou des remarques. Voilà. Éric, peut-être tu as quelque chose à ajouter. Tu es d'accord avec l'idée que les filiations royales dans les inscriptions chinoises, c'est pas toujours à prendre au sérieux, et c'est même rarement à prendre au sérieux? Quand tu parlais de la Tchoukov, Oui. Oui. oui, mais ça paraît assez naturel, Ouais. le principe. Parce que Fortet a pris ça au pied de la lettre. Il faut se trouver des ancêtres nobles dans le pays d'origine, ça fait bien. Voilà, et pas plus. Ça flatte les Chinois, parce que ça donne d'autant plus de prix au ralliement à la Chine. Oui, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens, ça flatte. Parce que Fortet, qui a fait d'ailleurs un bon livre sur Anchi Grau, lui, il prend ça au pied de la lettre. Il pense que c'était un otage, que c'était vraiment un prince. Et très vraisemblablement, il venait du pays de Han, qui peut être Merve tout aussi bien. Il était sans doute comme d'autres traducteurs de textes bouddhiques qu'on connaît à cette époque en Chine, il vient sans doute d'une famille marchande. Voilà, alors la prochaine fois, on va continuer sur le dossier d'Akbeshim. Oui. Et puis, il nous reste encore 3 séminaires. Le dernier sera après les vacances de Pâques. Et à ce moment-là, on abordera on commencera les notices du Tongtien sur les principautés proprement sogdiennes, en Sogdiane. Ce sera continué l'année prochaine. Bon, bien entendu, on ne sait pas ce qui nous attend avec un éventuel reconfinement dur. Si on nous annonce au Collège de France que
on ne peut plus faire les séminaires avec un public. La décision que je prendrai, ce sera de reporter carrément les 3 séminaires qui nous restent à mai. Voilà. Mais ça, vous le saurez, vous serez prévenus.